Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes de débat, de chronique et de reportage. 90 minutes, deux grands thèmes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités, experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Qui va survivre au budget 2025 ? Michel Barnier est sous la menace d'un vote de censure du Rassemblement national. Il a reçu Marine Le Pen aujourd'hui. Elle se dit toujours prête à faire tomber le gouvernement. Gabriel Attal la juge irresponsable. Je crois que Madame Le Pen a revêtu son costume favori, c'est celui de la petite politicienne. C'est une spécialiste en petits coups de politique politicienne. Franchement, dans le contexte que nous connaissons, tenir une position aussi irresponsable que celle que tient Madame Le Pen, jouer quelque part à pile ou face avec l'avenir du pays, sembler ne même pas se préoccuper des conséquences de ce type de choix, je pense que c'est pas à la hauteur des responsabilités. Le gouvernement Barnier est en sursis, mais le nouveau Front populaire pourrait lui aussi exploser en vol. Certains socialistes voulant discuter des conditions d'une non-censure. Pendant ce temps-là, il faut toujours trouver 60 milliards d'euros d'économies. Ce sera la mission du Sénat qui vient de commencer à examiner le texte. Vous voulez y voir plus clair dans ce magma politico-économique? Restez avec nous, on en débat juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de notre émission, ce paradoxe. Pourquoi les catastrophes naturelles répétées n'empêchent pas les climato-sceptiques de proliférer? Aux États-Unis, ils ont largement contribué à la victoire de Donald Trump. Et chez nous, une enquête récente montre qu'un Français sur 3 considère que le dérèglement climatique n'est pas lié à l'activité humaine. Comment les convaincre du contraire? Quel impact sur les politiques publiques? Ce sera le thème de notre débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, la première journée d'examen du budget par les sénatrices et sénateurs. Jonathan Dupriez. C'est le coup d'envoi d'un marathon de 12 jours au Sénat. Le Palais du Luxembourg entame aujourd'hui le volet recettes du projet de loi de finances. Un texte de 65 articles seulement, issu de la copie gouvernementale après son rejet par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un texte à haut risque pour le gouvernement, toujours en quête d'une équation complexe, trouver 60 milliards d'économies pour ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025. C'est jamais le bon moment pour faire des économies. C'est toujours tentant de laisser le problème au suivant. Mais aujourd'hui, disons-le, nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous décidons, collectivement, au-delà d'ailleurs des clivages partisans, de réduire nos déficits. Soit nous repoussons encore cette échéance. Michel Barnier attend beaucoup du Sénat. La majorité de droite et du centre soutient le projet de budget du gouvernement, mais posera certaines conditions. Le Premier ministre devra faire un geste sur les 5 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités. La majorité sénatoriale espère réduire cet effort à 2 milliards. Autre sujet sensible, les suppressions de postes d'enseignants. Sur les 4 000 prévus, le Sénat pourrait les abaisser à 2 000. La droite sénatoriale promet aussi de s'opposer à une hausse de la taxe sur l'électricité au nom du pouvoir d'achat. Oui, le prix de l'électricité va baisser, c'est vrai, messieurs les ministres. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Et ne vous en déplaise, ça ne doit pas être l'occasion pour l'État d'augmenter subrepticement les impôts. De son côté, la gauche dénonce un budget d'austérité et de renoncement. Ce budget acte une baisse de près de 10% de crédit pour la mission écologie. Ce n'est plus de l'austérité, c'est le sacrifice pur et simple de toutes nos ambitions dans la transition écologique. L'examen du budget se poursuivra au Sénat jusqu'au vote solennel du 12 décembre prochain. S'il ne fait que peu de doutes sur l'adoption d'un texte par la Chambre haute, le gouvernement Barnier reste en sursis du côté de l'Assemblée nationale, où le RN se dit prêt à la censure. Effectivement, Michel Barnier en sursis, mais aussi ce nouveau Front populaire qui se fissure de nouveau. On analyse les conséquences de cette bataille du budget avec Franck Louvrier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes maire LR, les Républicains de La Baule-Escoublac et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Évidemment, Lucille Schmitt, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Cofondatrice de la Fabrique écologique. Frédéric Dabi, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bonsoir. Le directeur général de l'IFOP et auteur de Parlons-nous tous la même langue, publié aux éditions de l'Aube. Mathieu Croissant-Aube, bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Et éditorialiste
politique. Tiens, on va démarrer par une phrase de Christian Eckert, l'ancien secrétaire d'État de François Hollande en charge du budget. Il nous dit dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin, s'ils arrivent in fine à faire 25 milliards d'économies, ce sera déjà pas mal. Je voudrais qu'on commence quand même avant d'analyser toutes les conséquences politiques de ce budget, et il y en a beaucoup, on l'a vu au sein du bloc ou du socle commun, mais aussi au sein du nouveau Front populaire, sur ce budget lui-même. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste ? Non. Les 60 milliards introuvables. Je pense pas, mais la difficulté, c'est qu'il y a un chien dans chaque niche, et qu'à chaque fois qu'on essaye d'avancer sur un domaine, eh ben, bien évidemment, il y a une réticence. D'abord, il y a l'enjeu à la fois de la hausse d'impôts qui doit être limitée, et notamment vis-à-vis des entreprises, parce qu'on le sait très bien, ça ne pourrait qu'avoir des conséquences à moyen terme catastrophiques. Et puis, il y a l'enjeu de la réduction des dépenses, qui est un enjeu primordial. Parce que d'abord, il faut être exemplaire, et puis il faut le faire, c'est 40 milliards. Dans ces 40 milliards, il y a aussi les collectivités qui doivent y participer. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je suis élu local, à la fois vice-président de la région des Pays-de-la-Loire et maire de la Baule, et je pense qu'il faut faire ces réductions, parce que c'est nécessaire. Oui, tous les maires qu'on a croisés au Congrès la semaine dernière n'étaient pas sur cette ligne-là, notamment tous les maires ruraux. Mais malheureusement, il faut qu'on contribue aussi à l'effort national. La présidente de région, Christelle Morancet, elle est en ce moment en train de s'attaquer à ces réductions, et je peux vous assurer que c'est très difficile. C'est vraiment mer courage, parce qu'on le voit bien, à chaque fois qu'on avance quelque chose, on nous propose d'arrêter cette réduction de dépenses, puis on ne nous propose pas une alternative. Donc c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, il est primordial, parce qu'on le sait très bien, sinon on va vers l'abîme. Et l'abîme, c'est terrible. C'est-à-dire, c'est quoi les conséquences de tout ça? C'est-à-dire, c'est bien sûr des investissements en moins, mais surtout même la non-maîtrise de notre budget. Ça peut être l'État qui prend la tutelle des budgets des collectivités locales dans certains cas. Donc il faut vraiment qu'on ait un acte, je dirais, à la fois fort, qui peut considérer comme être brutal, je le comprends, mais malheureusement, les circonstances politiques nous amènent à être brutales, parce qu'on le sait très bien, ça a été décidé par les Français. La dissolution a amené cette décision qui amène à ce qu'il faut prendre des décisions maintenant, et pas dans 3 semaines, ni dans 6 mois. Les budgets sont votés avant la fin de l'année. Est-ce que, Lucile Schmitt, on a déjà été confronté à un tel défi ? Trouver 60 milliards d'économies dans notre histoire récente, évidemment, pour boucler un budget ? Non, je ne vois pas. Et surtout, je pense que par rapport à ce que disait Franck Louvrier, ce qui est aussi frappant pour l'opinion publique, c'est la brutalité avec laquelle elle découvre la situation. Donc c'est là que la question de la commission d'enquête parlementaire est intéressante, parce qu'il y a la question non pas de chercher les responsables, non pas de désigner les coupables, mais il y a la question des processus qui permettent en fait ce glissement que l'on découvre très brutalement, alors même qu'on a eu une séquence électorale dans laquelle on n'a pas du tout parlé de ça. Donc ça, c'est un premier point sur lequel ça rend sans doute plus difficile. Je crois qu'il y a des milliers de niches, effectivement, avec des chiens, parce qu'il y a quelque chose autour de fait de découvrir un désastre. La deuxième chose, c'est par rapport à la gravité de la situation, c'est que ça a été dit notamment par l'intervention là, de la gauche au Sénat, c'est comment est-ce qu'on peut préparer l'avenir en situation d'extrême déficit budgétaire. Et ça, c'est un point sur lequel il ne faut pas que le gouvernement renonce non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il nous explique comment le fait d'organiser un budget de récession va nous permettre de préserver l'avenir, notamment sur ces questions écologiques, et puis de préserver les valeurs républicaines autour de l'égalité. Moi, je trouve que Franck Louvrier a raison de dire qu'il y a un effort de maîtrise à faire du côté des collectivités locales, qu'on ne doit pas seulement laisser l'État seul, mais la question, c'est la hiérarchie entre les différents sacrifices, et du coup de montrer en quoi on préserve l'essentiel quand on fait des sacrifices. Si on en est là, c'est quand même grâce ou à cause, je ne sais pas, du quoi qu'il en coûte, Frédéric Dabi. Faut pas l'oublier. Et ce qui est intéressant, c'est que les Français en tiennent plus rigueur à Emmanuel Macron, qu'il pourrait aussi le remercier de les avoir protégés pendant 3 ou 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai que la mémoire de l'opinion est de ce point de vue plutôt faible. Alors, le quoi qu'il en coûte, ça a plutôt amplifié le désintérêt des Français pour la question de la dette. La dernière fois qu'il y a eu, et Franck Louvrier s'en souvient, il y a eu un intérêt très fort, par exemple, dans une campagne présidentielle sur la dette, c'était en 2007. Le candidat Bayrou en parle, le candidat Sarkozy en parle, ainsi que Ségolène Royal. On a quelque temps après un François Fillon qui dit à la tête d'un État en situation de faillite. La crise financière arrive derrière. Et s'il y a une acceptabilité majoritaire en 2010 sur la réforme des retraites, il y a cette idée de sauver le système. Tout a été balayé, mais là, on est dans un moment, une nouvelle phase. En 1 an, le niveau de priorité attendu d'action sur la dette a gagné 11 points dans notre baromètre annuel IFOP fiducial pour Sud Radio. Mais c'est assez paradoxal. D'un côté, il y a une prise de conscience des Français que la dette et l'éléphant dans la pièce était un vrai problème. Ils le voient dans leur vie quotidienne, sur l'accès au crédit, sur l'accès à la priorité. De l'autre, il faut le dire, c'est ce qui rend la tâche de Michel Barnier extrêmement compliquée. Le relais de l'opinion
n'existe pas. Il y a une sorte d'éclipse du politique. Les Français sont en posture de retrait, d'indifférence. Je le vois dans les niveaux d'intérêt pour les débats parlementaires qui sont extrêmement faibles. Alors, ils entendent des mauvais signaux. Quand on parle de hausse d'impôts pour les plus riches, les Français comprennent hausse d'impôts. Quand ils entendent taxation des entreprises, on n'est pas du tout dans le contexte de 2012, où là, il avait fallu chercher 30 milliards. Hein. C'est le plan de François Hollande annoncé le 19 septembre 2012 sur TF1. Les fameux 10 milliards de prélèvements supplémentaires pour les ménages, 10 milliards pour les entreprises, 10 milliards d'économies. Ce n'était que 10 milliards. Ce n'était que 30 milliards en tout. Là, on est sur un autre niveau. Et à l'époque, les Français n'était pas du tout gêné qu'on taxât les entreprises. C'est fini maintenant. Et puis, comme l'a dit Franck, les ouvriers, les maires sont dans ce paysage où le national est complètement absent, où le président est démonétisé. Les maires sont des acteurs de confiance. Et quand les maires disent, si je puis dire, que les prélèvements, que les économies à faire pour les collectivités sont insupportables, les Français, dans leur grande majorité, les croient. Si vous me permettez, il y a aussi une dérive insidieuse dont on ne parle pas, qui est les compétences. Et on est au Sénat, c'est important. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et moi je le vois en passant, je dirais, au peigne fin, les budgets à la fois de la région et de la ville, c'est qu'on s'est aperçu que tout le monde fait tout. Et qu'alors qu'il y a une répartition des compétences, qui est la loi NOTRe, qui est tout ça, et je prends l'exemple des missions locales. Les missions locales, alors vous avez à la fois les intercommunalités qui s'en occupent, vous avez à la fois les régions qui s'en occupent, vous avez à la fois les départements qui s'en occupent, et normalement l'État maintenant avec France Travail. Donc vous vous retrouvez dans une situation où tout le monde met au pot, et quand il faut dire on arrête parce que là on ne peut pas essayer de financer par multiples... Quel échelon on supprime si tout le monde fait tout? Et c'est le rôle du politique de dire on arrête. On arrête dans tel endroit, on arrête dans tel endroit. Dans le domaine de la culture, on est dans ce sujet-là aussi. Dans le domaine de la santé, on voit maintenant des collectivités locales s'occuper de la santé alors qu'elles ne devraient pas. Alors vous me direz c'est normal, l'État s'en occupe plus. Mais il faut que tout le monde retrouve ses compétences initiales. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur pour une bonne gestion du budget. Je reprends le titre de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Pourquoi on n'arrive pas à faire des économies? Vous avez en partie répondu à la question avec cette expression que je retiens, il y a autant de chiens que de niches. Mais on est donc collectivement responsable de notre incapacité à faire des économies, Lucile Schmitt. Et depuis, alors, on peut dire qu'Emmanuel Macron est hors concours depuis 4 ans, mais tous les gouvernements ou tous les présidents depuis des décennies n'ont pas inversé la tendance en matière financière. Non, il y a plusieurs choses là-dessus. Enfin, juste un petit mot par rapport à ce que disait Franck Louvrier. Il y a aussi des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines associations viennent suppléer, notamment sur la mobilité solidaire, à des choses qui ne sont pas faites en termes de services publics. Après, donc il y a un sujet aussi sur ce que aucune personne ne veut faire parce que certains, dans la grande précarité, en fait, se sont abandonnés. Ça, c'est un point important. Et ni collectivité locale, ni État n'arrivent à saisir cette misère sociale qui monte. Sur la question de ce qu'on n'arrive pas à faire, il y a évidemment un sujet d'efficacité de la dépense publique sur laquelle la Cour des comptes régulièrement fournit toute l'expertise et fournit des rapports qui, en général, dorment dans une armoire. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est sur cette gestion de la fiscalité. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, chacun dit, mais il ne faut pas augmenter les impôts, pas trop pour les entreprises, pas trop pour les ménages modestes, ne taxer que les riches. Et on voit bien qu'au fond, l'outil fiscal a été, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, un enjeu très important pour organiser la politique de l'offre, puis c'est ça qu'il faisait avec son pari sur le ruissellement, et qu'au fond, on n'a pas suffisamment géré en prospective, si je puis dire, et en vision du futur, cette question fiscale. J'entends vos arguments, mais est-ce que c'est pas une question de courage politique? Parce qu'il y a un moment où faire 60 milliards d'économies, c'est forcément mécontenter tel ou tel secteur de l'activité, telle ou telle collectivité, etc. Non, mais il y a aussi un sujet sur la fiscalité, qui est quand même un sujet qu'on a une tradition redistributive, qu'il faut faire attention à la question des inégalités sur lesquelles les Français sont extrêmement mobilisés, beaucoup plus par exemple qu'en Angleterre ou des choses comme ça. C'est des questions de tradition nationale. Et puis il y a sûrement un enjeu de courage politique lorsqu'effectivement, on peut dire, il y a une forme de clientélisme d'autant plus accentué que le cycle politique s'est extraordinairement raccourci et qu'un certain nombre de députés s'attendent à une nouvelle dissolution. Donc il y a un sujet sur l'instabilité politique qui accentue le clientélisme. Mathieu. Je trouve qu'il y a une absence en France de réflexion sur le périmètre de l'action publique. Le champ de l'action publique. Voilà, il n'y a pas de consensus politique. Aussi, le seul consensus, c'est on laisse à peu près les choses comme elles sont. Mais personne ne s'interroge en disant est-ce qu'il revient vraiment à l'État de faire ci ou de faire ça ou aux collectivités locales. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose, c'est le hiatus considérable qu'il y a entre l'impossibilité, et on le voit, de faire des économies
et la perception qu'ont les Français des services publics. C'est-à-dire que vous interrogez les Français, ils ont l'impression que l'école s'est effondrée en termes de moyens, pas seulement en termes de niveau, que l'hôpital est aujourd'hui dans une situation de déshérence, que les zones rurales ne sont plus servies en services publics dignes de ce nom. Donc, il y a, en termes de perception, je trouve que c'est très dangereux d'avoir à la fois ces économies impossibles à faire et ce budget de l'État qui ne cesse d'augmenter, et le sentiment de dégradation générale sur l'argent. Mathieu Parledor, quand on interroge les Français sur leur imaginaire principal, c'est la France qui tombe. C'est le déclin. Il y a eu une parenthèse enchantée grâce aux Jeux Olympiques, qui a été un shoot anti-déclin, par définition malheureusement provisoire, mais ce déclin... Dommage, parce qu'on a prouvé un certain nombre de choses, pourquoi pas l'appliquer ailleurs Rappelez-vous, pendant les Jeux Olympiques, des services publics absolument parfaits. Bah oui. Aucun incident, ça a été l'anti-modèle pour les Français, et cet imaginaire sur le déclin, il se cristallise sur deux institutions, l'hôpital, l'école. Et c'est vrai que la question que les Français posent, c'est où va l'argent? Par rapport à notre débat aussi, bon, je reviens sur quelque chose d'absolument que vous savez tous, mais il faut le dire, comment faire des économies, comment imposer un budget aussi compliqué, 60 milliards, c'est quasiment du jamais vu, avec des conditions politiques aussi ça, on va les développer après. En fait en 80 où Pierre Mauroy applique le programme commun, on n'est pas en 86 avec notre tour de la droite. Comment passer par des ordonnances, comment avec un socle aussi petit, les Français peuvent être dans une logique face à une dissolution qu'ils n'ont pas voulu, qui les a surpris, qu'ils n'ont pas compris. On est dans des circonstances, si je puis dire, politiques, dans un écosystème impossible pour faire accepter des économies et des réformes. Au-delà de cette situation politique, en fin de compte, on a une dérive fiscale, je vais m'expliquer, qui est inversement proportionnelle avec la décentralisation. C'est-à-dire qu'on a voulu plus de décentralisation depuis les années 80, et à juste titre, on a vu que c'était une bonne chose, mais par contre, on a recentralisé tout ce qui était fiscalité. Donc, en fin de compte, les élus locaux, qui sont les plus à même d'expliquer pourquoi il y a une augmentation d'impôts à tel endroit, pourquoi on fait un effort à tel endroit, ils n'ont plus cette marge de manœuvre. C'est une sorte d'infantilisation même. À la région, par exemple, nous avons les cartes grises, c'est Epsilon, et nous avons la TVA qui chute. Donc on n'a plus de marge fiscale. Les communes, on le voit bien, il n'y a plus la taxe d'habitation, donc maintenant, ils se précipitent sur la taxe foncière avec les intercommunalités, mais ça se limite à ça. Donc à chaque fois, alors qu'on aurait dû leur donner plus de volants et de volets, de possibilités fiscales, on leur en donne moins. Et donc du même coup, tout remonte à l'État. Donc on dit c'est de la faute de l'État. Oui, alors comment le Sénat va-t-il faire évoluer ce budget 2025? Écoutez ce qu'en dit le ministre chargé des comptes publics, Laurent Saint-Martin. Si j'en crois les groupes parlementaires, il y a une majorité de sénateurs qui soutient le gouvernement quand il n'y a pas une majorité absolue de députés qui soutiennent le gouvernement. Ça, c'est un fait politique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec l'Assemblée nationale et qu'on attend uniquement le Sénat pour travailler. C'est pas vrai. On a fait un examen qui a été long, qui a été nourri à l'Assemblée nationale. Trop d'amendements fiscaux, d'impôts en plus la suppression de la participation de la France à l'Union européenne ont été adoptés. Vous comprenez bien qu'il était inacceptable pour nous de laisser ce budget-là prospérer. Et donc la majorité relative a supprimé toutes ces dispositions en rejetant le texte. Aujourd'hui, on repart du texte gouvernemental avec des amendements que posera le gouvernement qui sont issus des débats à l'Assemblée. Donc ça n'a pas servi à rien. Alors, avec Laurent Saint-Martin au budget, Antoine Armand à l'économie, on a quand même deux macronistes qui ne se privent pas de critiquer le Premier ministre. On commence à rentrer dans l'impact, la fragmentation politique que provoque ce budget. Lucie Schmitt, c'est pas banal ça quand même. Oui, c'est pas banal et ça montre bien que ce socle de majorité, il est extraordinairement fragile et aussi comment, d'une certaine manière, depuis quelques années, le fait que la politique est un exercice collectif est devenu un sujet compliqué. Alors, on reprochait aux macronistes d'être beaucoup trop soumis, de ne pas s'exprimer en leur nom propre. Et puis là, une fois qu'Emmanuel Macron est affaibli et que Michel Barnier apparaît comme un Premier ministre qui a vraiment besoin d'eux, d'une certaine manière, il y a l'explosion des individualités. Et c'est vrai que lorsqu'Antoine Armand critique dans Le Parisien, enfin, en tout cas, développe une vision du budget qui n'est pas celle qu'a défendue Michel Barnier, on peut être étonné. Et on peut se rappeler de la formule de Jean-Pierre Chevènement, qui était un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. En tout cas, ça apparaît extrêmement loin. Moi, j'ai l'impression d'être une dinosaure quand je dis ça, en fait. Surtout que je suis évidemment pour la liberté de parole au sein d'une majorité. Simplement, je pense qu'il y a des choses qu'on se dit entre soi et puis il y a d'autres qu'on met dans le journal. Et là, on a l'impression... Oui, surtout que le budget, c'est censé être le juge de paix d'une majorité politique. Et puis, on a le sentiment que même Antoine Armand n'hésite pas à mettre en difficulté Laurent Saint-Martin, qu'on nous présentait comme Dupont et Dupont, en
fait, en nous disant l'un et l'autre ont à peu près le même âge, ce sont deux macronistes, ce sont deux personnes qui peuvent avoir des compétences techniques. Ouais. Alors, quand on sort un peu moins d'un mois d'examen de ce budget à l'Assemblée nationale, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les Français y comprennent encore quelque chose, quoi? Ah non, mais absolument pas. Ouais. Je suis malheureusement un petit peu catégorique. D'une part, il y a cette posture de retrait, d'indifférence, parce que depuis le 7 juillet, les Français n'ont plus vu les politiques à l'œuvre et ils s'y sont plutôt habitués. Ayant rendu vide, ils regardent surtout les élus locaux. Le maire a une cote de confiance qu'on n'a absolument jamais vue. L'IFOP réalise beaucoup d'enquêtes locales à mi-mandat. Tous les maires, parce que les maires, eux, matérialisent la promesse du politique. Ils changent la vie, ils transforment le quotidien. Comme vous le dites, Franck Louvrieux, ils peuvent expliquer telle ou telle décision impopulaire et ce sont eux qui impriment. Dans l'enquête IFOP JDD d'hier, je suis rappelé de voir que Michel Barnier a une cote d'image toujours excellente, une équation personnelle très forte, il est calme, il est rassurant, il est expérimenté, c'est quelqu'un qui est ouvert au dialogue, qui veut changer les choses. Mais les Français, dans des enquêtes qualitatives, ne sont pas capables et sont dans l'incapacité de citer une seule mesure concrète qui a été prise positivement par le gouvernement, qui est là depuis 2 mois. Donc, on tourne à vide. Alors, les tensions entre deux ministres très peu connus, qui n'incarnent pas, ça passe complètement au-dessus, on va dire presque heureusement, au-dessus de la tête des Français. Mais on est dans ce moment très particulier. Alors, est-ce que c'est le calme avant, la tempête? Est-ce que c'est un Pierre Vincent Pontet de 2024 qui dirait la France ou les Français s'ennuient du politique à l'échelle nationale? On est dans un moment très particulier. Ramenons-nous 2 ans avant, on était dans une mobilisation très forte des Français, réforme des retraites, crainte sur l'inflation. Là, en dehors d'un Bruno Retailleau qui arrive à incarner, qui arrive à imprimer, en dehors d'un fait de société qui est le procès de Mazan, que les Français voient de manière très intéressée et qui les questionne beaucoup, peu de choses n'impriment. Avec une question, est-ce qu'il va falloir une crise financière majeure pour qu'on se décide enfin à faire des économies? Il faut espérer que non, parce que ça voudrait dire que ce serait la dernière voie vers la catastrophe. J'ai connu des crises financières, notamment avec Nicolas Sarkozy. Je peux vous assurer que notre obsession, c'était d'en sortir le plus rapidement possible. Et elle venait de l'extérieur. Oui, alors que là, on pourrait être au centre du réacteur. Exactement. Donc, j'imagine les difficultés. Non, je ne pense pas, parce que c'est comme une guerre. On en sort toujours avec des désastres. Donc, il faut éviter les crises, il faut éviter les guerres. Ça fait partie aussi de l'enjeu du politique. C'est notamment de sortir de ça avant que la catastrophe arrive. Donc, j'espère qu'il y aura un esprit de responsabilité. J'ai le sentiment qu'il y en a certains qui jouent avec le feu, très clairement, et on le voit. Faut espérer que la motion de censure ne puisse pas aboutir à une déstabilisation d'un gouvernement, même s'il ne plaît pas à tout le monde, il gère les affaires du pays. Alors justement, Mathieu Oulien. Juste la responsabilité ennemie quand même, et on peut se demander ce qu'a fait Michel Barnier depuis 2 mois. Il n'est pas responsable de la situation qu'il a trouvée. Mais quand on regarde, il a fait un choix tactique à l'Assemblée nationale de laisser le budget son budget se faire détricoter par les députés, en faisant le pari qu'au final le texte serait rejeté, et ce qui se passe aujourd'hui, qu'on aurait la version initiale au Sénat. Par ailleurs, il a passé plus de temps à dealer avec les membres de sa propre minorité, enfin majorité très relative. Donc un geste pour Laurent Wauquiez, les simagrées de Gabriel Attal, auquel il n'a pas dit oui encore. Mais il a passé plus de temps à discuter en interne, d'une certaine façon, qu'à discuter en externe avec les forces d'opposition, que ce soit le Rassemblement national ou le nouveau Front populaire. Donc on peut après taxer les autres d'irresponsables s'ils rejettent ce budget. Je rappelle que le vote du budget, c'est un vote politique, sur un texte politique. Mais le premier responsable du chaos, c'est quand même celui qui a appuyé sur le bouton de la dissolution, et Emmanuel Macron, et puis Michel Barnier, qui n'a pas non plus montré beaucoup de signes. Rapidement, il nous reste 2 thèmes très importants. Évidemment, le rendez-vous entre Michel Barnier et Marine Le Pen, c'était aujourd'hui, et puis les conséquences sur le nouveau Front populaire. Je voulais juste dire un petit mot par rapport à ce que dit Frédéric Dabi, qui nous décrit une vie politique à 2 vitesses, une vie politique locale dans laquelle les citoyens se retrouveraient, et une vie politique nationale dont ils n'auraient plus envie de parler, même en termes de divertissement. Et je pense que ça, c'est un vrai dysfonctionnement démocratique, et donc on est dans une situation qu'il faut bien réaliser. C'est-à-dire que s'il y a étanchéité entre ces 2 vies politiques, qu'est-ce qui peut se passer en termes éventuellement de conflictualité ensuite? Et la fin du cumul des mandats, bien sûr, n'a pas aidé à créer de la fluidité entre ces 2 sphères. Alors, donc, j'en viens à ce rendez-vous qui était prévu, puisque Michel Barnier a décidé, dans le cadre de cet examen du budget, de recevoir tous les chefs de groupes politiques parlementaires. Marine Le Pen au rendez-vous ce matin. La menace d'une censure, elle l'a réitéré. On écoute la chef de file des députés lepénistes.
crois nous sommes vraiment loyaux dans la démarche politique qui est la nôtre. Nous défendons les Français, nous ne renoncerons pas à défendre les Français. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire, vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là, puisqu'il y a moins d'impôts qui pèseront sur les classes populaires et les classes moyennes. Alors, on revient dans un instant sur ce risque. Est-ce qu'il y a un risque de shutdown? C'est le terme qu'emploient les Américains, de shutdown à la française. On va l'évoquer dans un instant. Mais quand même, d'abord, ce rendez-vous et la marge de manœuvre de Michel Barnier. Je veux bien commencer avec vous, Lucie Schmitt. C'est une position particulièrement inconfortable que le Premier ministre a face à Marine Le Pen. Je me rappelle surtout que lorsque Michel Barnier a été nommé, on s'est tout de suite dit mais il va dépendre de Marine Le Pen. Donc d'une certaine manière, depuis qu'il est nommé, depuis 2 mois, on attend en fait ce qui est en train de se passer. Donc faut pas non plus, on avait eu envie de l'oublier. Je pense qu'on a envie d'être amnésique sur ce sujet. Enfin c'est quelque chose, c'est une situation structurelle. La deuxième chose, c'est effectivement ce que disait Mathieu Croissando sur le fait que Michel Barnier, du coup, il cherche des méthodes et il cherche la meilleure manière en fait d'arriver à ses fins. Et d'une certaine manière, on s'aperçoit qu'il n'y a peut-être pas de manière d'arriver à ses fins. Parce que Marine Le Pen, le RN, de toute façon, a décidé que c'est lui qui donnerait le tempo. Et là-dedans, dans ce jeu-là, évidemment, il compte sur le fait que la gauche a dit que, de toute façon, elle censurerait le Premier ministre sur ce sujet. Donc, elle compte sur le fait que la gauche va la suivre, ou en tout cas qu'il y aura un jeu commun avec la gauche. Et ça, évidemment, c'est un problème. C'est ça que je voulais dire. Parce que Michel Barnier, il espérait sans doute, lui, que ce ne soit pas ce scénario qui l'emporte, c'est-à-dire qu'il puisse, au fond, défaire le nouveau Front populaire, avec l'idée que certains raisonnables se diraient qu'on ne peut pas aller en situation de shutdown en France, qui serait une première. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a une recomposition politique qui ne s'effectue pas, c'est bloc contre bloc, et du coup, on va sans doute assister à une sorte d'alliance contre nature entre le Rassemblement national et la gauche dans son ensemble ou pas. On verra bien. Les effets sur la gauche et le Front populaire, ce sera notre dernier chapitre, on y revient, mais peut-être plus généralement, parce qu'il y a Marine Le Pen, il y a eu Éric Ciotti aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se joue? Enfin, ça sert à quelque chose. Le budget se joue en ce moment dans le bureau de Michel Barnier à Matignon. Les bookmakers, il y a quelques mois, ils avaient tous parié sur le 49.3 et le passage du budget par le 49.3. Honnêtement, on y arrive de façon confortable. Et il fallait s'en douter parce que c'était une évidence. À partir de ce moment-là, et vous le disiez à juste titre, mais c'est vrai que Michel Barnier, il s'est plutôt assuré de ses soutiens plutôt que de ceux qui seront ses opposants à l'arrivée. Donc, c'est la raison pour laquelle il a essayé de négocier avec ceux qui sont les plus proches de lui. Je trouve ça d'une évidence assez normale en politique. Vous faites plutôt amis avec vos amis et vous réconfortez vos amis pour permettre de passer la tempête. Aux autres quand on est dans cette situation politique. On est dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'en voulant voir les différents présidents des formations politiques représentatives, il a voulu essayer de voir ce qu'il pouvait essayer de grappiller pour permettre justement de s'assurer d'éviter en fin de compte qu'il y ait une alliance entre la gauche, l'extrême gauche notamment, et le Rassemblement national. Parce que c'est ça le problème. Parce que chacun peut faire une motion de censure. S'ils se mettent pas ensemble, ça passe pas. S'ils se mettent ensemble, là, on arrive sur une déstabilisation du gouvernement. Donc l'enjeu, il est là. Et on est sur, bien sûr, une ligne de crête, qui est une ligne de crête très dangereuse, parce que la peur, et qui est agitée, bien évidemment, par Marine Le Pen, de dire « je vais faire une motion de censure », pour l'instant, elle ne l'a pas dit, « je vais m'allier avec l'extrême gauche pour faire une motion de censure ». Parce qu'elle connaît aussi le coût de cette alliance. Pour elle, politiquement, ça serait pas simple de défendre auprès de ses électeurs qu'elle fait alliance avec l'extrême gauche. Donc ça va être ça l'enjeu des semaines à venir. Alors effectivement, je reprends les mots de Marine Le Pen dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure. La petite musique diffusée directement depuis Matignon est reprise par les médias. S'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit. On va voir si elle dit vrai, Marine Le Pen. Et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre. Bonsoir Steve, bienvenue à vous avec cette question. Que se passe-t-il si le gouvernement tombe à la suite d'une motion de censure? Alors on rappelle que 3 textes budgétaires sont actuellement débattus au Parlement. Le budget pour l'année 2025, le budget de la Sécu pour l'année prochaine et enfin le projet de loi de finances de fin de gestion pour l'année en cours. 3 projets de loi en examen, autant d'opportunités, Thomas, pour les oppositions de faire tomber le gouvernement Barnier. Les choses sont relativement simples. Si une motion de censure est votée dans le cadre de l'un de ces 3 textes, le gouvernement est renversé et les projets de loi en question sont gelés. Bon,
Macron. Le budget pour l'année prochaine, il resterait sur la table sans gouvernement puisqu'il est renversé. On fait comment? Alors, plusieurs scénarios sont actuellement sérieusement envisagés du côté de Matignon. Première hypothèse, faire passer le budget 2025 par ordonnance. C'est une possibilité qui est prévue à l'article 47 de la Constitution. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 70 jours après le dépôt du texte, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. En d'autres termes, si le Parlement traîne trop à voter le budget, le gouvernement reprend la main pour faire passer des mesures. C'est un dispositif jamais utilisé sous la Ve République. Le sera-t-il en l'espèce, Thomas? Très peu de chance selon les experts. Les juristes considèrent en effet qu'en cas de motion de censure, les parlementaires auront déjà dit non au budget Barnier. Faire adopter des mesures par ordonnance sans leur consentement pourrait dans ce cas être censuré par le Conseil constitutionnel. Alors on va regarder les autres scénarios envisageables en cas de chute du gouvernement. Que se passe-t-il au 1er janvier? Emmanuel Macron peut décider de maintenir l'équipe Barnier. Celle-ci serait alors considérée comme gouvernement démissionnaire. Il pourrait quand même soumettre au Parlement une loi dite spéciale, article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. Le gouvernement dépose un texte l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. En gros, on fait rentrer de l'argent dans les caisses. Les dépenses ministère par ministère sont quant à elles autorisées par un simple décret. On continue comme ça jusqu'à ce que les parlementaires s'accordent sur le budget de 2025, par exemple au mois de février ou au mois de mars. Bon, mais même dans ce cas de figure, il faut qu'un texte soit adopté et donc que le Parlement donne son feu vert à cette loi spéciale. Oui, et si les élus persistent à dire non, même au prélèvement des impôts, on fait quoi, Thomas? La Constitution ne prévoit pas cette hypothèse. Jean-Pierre Camby, ancien chef du service juridique du Conseil constitutionnel, explique la chose suivante à Public Sénat. Il n'y a pas de parade au refus d'autorisation budgétaire. On rentre dans l'inconnu total s'il n'y a pas cette autorisation. Et donc un blocage est clairement possible. Est-ce qu'il y a une dernière voie? Et là, il y a le bouton atomique constitutionnel. Il serait enclenché par Emmanuel Macron. Certains juristes évoquent la possibilité pour le chef de l'État de recourir à l'article 16 sur les pleins pouvoirs. Selon la Constitution, il peut le faire dans certains cas. Si les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Serons-nous dans cette situation en cas d'absence de budget? Une chose est sûre, Thomas, sans budget adopté, les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous pourrez aussi refuser de payer votre impôt sur le revenu car il n'aura plus de base légale. Les services publics cesseront quant à eux de fonctionner. C'est ce qu'aux États-Unis on appelle le shutdown. L'hypothèse est aussi possible chez nous en France, même si ce n'est pas la plus probable à l'heure actuelle. Merci beaucoup Steve, parce qu'effectivement on a l'impression que là c'est la litanie des catastrophes. Mais bon, il y a des sauterelles qui arrivent là. Oui, non mais vous avez raison. Mais en même temps, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'on vit dans un scénario incroyable, Frédéric Dabi. On est sur de l'inédit depuis maintenant 6 mois. On est dans un moment où le cycle électoral est complètement inconnu. Personne autour de cette table ne peut dire quel sera le prochain scrutin. Est-ce que c'est les municipales en mars 2026 ou une dissolution et donc des élections fin septembre, début octobre ou même avant? Tout ça, je dirais, peut tendre les Français. Et le décalage entre la prise de parole de Marine Le Pen, qui, on l'a entendu, dédramatise. On prendra le budget de l'année dernière, qui n'était pas si mauvais que ça. Oui, parce qu'elle veut pas, elle anticipe sur le fait qu'on la juge responsable d'un éventuel chaos budgétaire. Marine Le Pen, qu'est-ce qui fait que le RN a quand même le vent en poupe électoralement depuis 2022? C'est qu'il joue la distinction, notamment par rapport à la France insoumise comme principal parti d'opposition. On joue la responsabilité, on joue une forme de parler vrai et d'intérêt général. Si le RN et les Français, là, cette fois-ci, le verront, qui ferait tomber le gouvernement de Michel Barnier? La gauche s'est plutôt entendue, notamment la gauche France insoumise. Le RN sera regardé. On vient de réaliser une enquête post-réquisition du parquet contre Marine Le Pen. L'image est relativement abîmée. Une majorité ne la juge pas honnête. La question de la compétence questionne toujours les Français, de sa stature présidentielle, car elle joue quand même 2027, quel que soit son agenda judiciaire. Tout ça ne pourra pas avoir de conséquences. Donc, être sûr aujourd'hui qu'elle appuierait sur le bouton, personne ne peut le dire. Dans une enquête récente fiduciale pour Sud Radio avec l'IFOP, on voit qu'une petite majorité de sympathisants RN souhaiterait la censure du gouvernement. Elle n'est pas complètement suivie par ses troupes. Oui, c'est intéressant le schisme, parce que être à l'origine d'une crise budgétaire, est-ce que c'est pour vous contradictoire justement avec la stratégie de respectabilité, d'opposition constructive? Je reprends les mots de Marine Le Pen. Oui,
pour moi, c'est totalement contradictoire, mais on voit bien qu'avec le procès... Mais il y a une tentation ? Je pense qu'il y a une tentation, oui. Ouais. Avec le procès en cours, il y a évidemment une tentation, parce qu'il y a cette question de renouer avec la vision protestataire, avec la vision, au fond, de déstabilisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que, d'une certaine manière, Marine Le Pen pratique le « en même temps ». Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce caractère déstructurant du « en même temps » qu'on voit avec cette queue de comète de ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron, l'ensemble des acteurs se sont habitués à nous dire deux choses à la fois, et que de ce fait, la confusion en fait s'accentue. Et ce que nous dit Frédéric Dabi sur le fait que c'est une petite majorité seulement d'un électorat qui serait pour qu'elle crée la censure, ça montre qu'il y a aussi une très forte minorité qui, au fond, est favorable à la respectabilité. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle peut être écartelée dans un pari qui, d'une certaine manière, peut lui coûter beaucoup. Oui. Donc si elle votait la censure, elle irait contre la majorité de son électorat. Moi, je pense... J'ai bien compris ce que nous... Elle serait suivie par une petite majorité. D'accord, vous dites les choses différemment. Mais oui, c'est pas la même chose. Dans les études qui ont été faites, on ne dit pas que le fait de s'associer à la gauche est favorable ou pas. C'est-à-dire que le fait de voter avec la gauche peut aussi lui coûter quelque chose. Justement, il faut que vous voyez votre avis là-dessus. La respectabilité, c'est une stratégie qu'elle met en place depuis maintenant plusieurs années, si ce n'est plusieurs dizaines d'années, pour justement pouvoir être éligible. Et on le voit bien, ça a payé. Ça a payé, il suffit de regarder le résultat des élections européennes, etc. Donc le fait est, c'est que ça fait 2 fois qu'il y a un coup de canif dans le contrat. Le premier coup de canif, elle a été obligée d'attaquer les institutions judiciaires parce que la décision qui lui est incombée, en tout cas, le réquisitoire, provisoire pour l'instant, elle a été terrible. Et donc de ce fait-là, elle a fait quelque chose qui ne la fait pas... prospérer dans la respectabilité. Quand vous attaquez les institutions judiciaires, c'est que vous vous marginalisez. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième situation compliquée pour elle, c'est que maintenant, elle pourrait faire tomber le gouvernement, et peut-être même avec l'aide de l'extrême gauche. Ce qui la refait tomber, là aussi, dans une opposante qui n'est pas du tout dans la voie de la respectabilité. Donc ces deux éléments-là font qu'elle peut perdre beaucoup de parts de marché, pour parler vulgairement, sur ses électeurs, parce que c'est plus du tout la stratégie qui a été mise en place et qui lui a permis quand même de sortir un peu la tête de l'eau. Bon, je ne viens pas vous chercher sur les critiques de l'institution judiciaire de Nicolas Sarkozy, parce que ça, c'est pas notre débat. Non, mais je rappelle que d'abord, elles ont eu lieu après qu'il soit élu. Bon, c'est pas du tout, elle n'était pas en période mais de c'est pas notre débat, mais je pouvais pas quand même ne pas l'évoquer. Non, mais vous avez raison, mais je pense que la difficulté là pour elle, c'est qu'elle est en période de conquête. Elle n'a pas exercé encore le pouvoir. C'est pas la même chose. Donc elle est dans une situation où les gens, elle doit les séduire. Et pour les séduire, il faut être un peu respectable et respecté. Alors, dans la perspective du second tour, qui est son problème. Oui, on l'a vu aux législatives. Exactement. Même si c'était pas elle qui menait la campagne, mais c'est quand même une vraie difficulté. Alors, Mathieu, il y a cette perspective d'une motion de censure qui fait également réfléchir à gauche, on y revient, et notamment au Parti socialiste. Oui, alors qui veut vraiment faire tomber le gouvernement Barnier et surtout pourquoi faire après? Depuis quelques semaines, tout était simple. Jean-Luc Mélenchon avait donné le ton, motion de censure automatique chaque fois que l'occasion se présente, pour faire chuter le gouvernement et éventuellement les suivants, et obtenir au bout du bout une crise politique qui aboutirait à la démission d'Emmanuel Macron. Alors c'est une stratégie du chaos, jugée aussi périlleuse qu'irréaliste par de nombreux élus socialistes. À l'image du patron des députés PS à l'Assemblée, Boris Vallaud, qui a commencé à dessiner hier sur France Inter une autre piste. Ce budget est invotable, a-t-il dit. S'il nous est imposé par 49.3, il est très probable qu'il y ait une motion de censure, mais entre-temps, il y a un rendez-vous. Et l'esprit de responsabilité, on ne peut pas en être les seuls détenteurs, a déclaré le député des Landes, qui ajoutait « Je proposerai à tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée nationale, de l'arc républicain, de poser la question des conditions d'une non-censure. Et alors on verra bien ceux qui se sentent responsables de rien, est-ce qu'ils seront au rendez-vous? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Alors je vous avoue que c'est pas d'une clarté limpide. Mais ce n'est pas rien pour une chose, d'abord parce que le groupe PS c'est 66 députés et que sans les socialistes, il n'y a pas de motion de censure qui tienne. Mais on voit bien l'idée quand même, réunir les forces qu'ont constitué en juillet dernier le Front républicain pour voir sur quelle base nouer une forme de compromis politique qui permette à la France de continuer à être gouvernée en attendant, qui sait, évidemment, une prochaine dissolution. Alors c'est une attitude que d'aucuns jugeront responsable, digne du parti de gouvernement que fut autrefois le PS. C'est au passage bye-bye à l'hypothèse Lucie Castet, et ça, évidemment, déclenché la fureur de Jean-Luc Mélenchon, qui a aussitôt accusé ses anciens camarades de trahison. Alerte, a tweeté le leader insoumis. Le PS est en train d'organiser un nouveau socle commun avec d'autres à la place du nouveau Front populaire qui empêchera ce changement de ligne. Alors, c'est pas la
la première fois que le torchon. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois que le torchon brûle entre les socialistes et les insoumis, mais depuis quelques jours quand même, les sujets de friction se multiplient. Hein. Il y a les socialistes qui ont peu digéré que les insoumis souhaitent abroger la réforme Touraine en plus de la réforme Borne dans leur proposition de loi qui va être discutée à l'Assemblée jeudi. Il y a cette histoire aussi d'abrogation du délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal qui avait été porté par un socialiste, Bernard Cazeneuve en l'occurrence en 2014 lorsqu'il était à l'intérieur. Ouais. On voit bien que ça se tend. Est-ce que pour conclure, on a là de quoi faire éclater cette coalition? Non, on n'y est pas. Et le spectre d'une prochaine dissolution continue de tétaniser et de donner les chocottes, j'allais dire, à bon nombre de socialistes qui ne se voient pas partir tout seuls au combat en cas de campagne électorale. Mais l'approche défendue par Boris Vallaud donne aussi de l'air à tous ceux qui rêvent de se dégager de la tutelle insoumise pour retrouver une autonomie de pensée, à ceux qui continuent de défendre une gauche réformiste et non pas une gauche forcément radicale. J'ajoute que sortir de la posture systématique de la censure priverait le Rassemblement national du monopole de l'incertitude et d'une certaine façon de sa capacité de nuisance et de surveillance et d'influence aussi. Hein. Donc ça serait peut-être un bon coup. En tout cas, voilà des sujets qui vont alimenter quoi? Évidemment, le prochain congrès des socialistes qui doit normalement se tenir avant l'été 2020. Bon, il nous reste 3-4 minutes, ça va vite. Donc un mot chacun. Un élément de plus à ce qu'a dit très justement Mathieu Croissando, c'est qu'il y a les élections municipales. Oui. Et la gauche est tenue par l'extrême gauche dans de grandes parties des grandes villes. On le voit à Nantes, on le voit à d'autres. Et donc il y a déjà LFI qui lance sur certaines villes. Et il y a déjà LFI même qui a fait des déclarations en disant nous on va leur dire sur les grandes villes. Donc ils mettent la pression justement. Donc à la fois ils insultent leurs petits amis, mais en même temps ils leur mettent la pression pour leur dire vous ne pouvez pas faire sans nous. Ouais. Frédéric Dabi, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont les prochaines élections qui sont en train de se jouer autour de ce débat, budget, non-censure, etc. Bien sûr, je dirais qu'il y a deux choses, et Mathieu Croissando l'a très très bien dit. Déjà, c'est une vraie rupture, ce qu'a dit Boris Vallaud. Il passe d'une logique Nouveau Front Populaire et seulement Nouveau Front Populaire à une logique Front Républicain. Et là, effectivement, on comprend les cris d'orfraie de Jean-Luc Mélenchon qui disait c'est tout le programme, rien que le programme, c'est le NFP uniquement. Là, on voit très bien que le PS sort de la logique de censure systématique. Mais c'est vrai également. Qu'est-ce qu'on voit depuis plusieurs jours? On voit LFI qui annonce dans des villes de gauche tenus par le PS, des candidates, Nathalie Oziol à Montpellier, Sébastien Delogu à Marseille, où les maires sortants sont des maires socialistes. Et on voit très bien que LFI, qui n'est absolument pas crédité d'une logique de gestion municipale, la plus grande ville de France gérée par LFI, c'est Fâche-Tuménil dans le Nord. C'était pas une ville très visible, si je puis dire, et très emblématique. Donc LFI est dans une logique très différente par rapport à 2020, où ils avaient fait complètement l'impasse sur les élections municipales. Là, ils sont clairement dans une logique de gain de ville, ce qui sera difficile parce qu'ils n'ont pas ce crédit de la gestion municipale et surtout de tordre le bras, de gêner, voire de faire battre des maires PS, la plupart du temps soutenus par leurs habitants. Oui, on parlait de l'équation impossible de Michel Barnier. On pourrait employer la même expression pour le Parti socialiste, c'est-à-dire rester un parti de gouvernement, sortir de la tutelle de la France insoumise, risquer de perdre les prochaines élections. Enfin, il n'y a pas de belle solution. Non, je crois que la seule chose à faire, c'est le pari, en fait. C'est le pari de rester un parti de gouvernement. Oui. Et ça me semble assez clair que là-dessus, on voit bien qu'il n'y a pas d'étanchéité, justement, entre notre vie politique à deux vitesses. Parce que la prochaine échéance sûre, à part les échéances incertaines, donc la prochaine échéance sûre, c'est les municipales. Et quoi que menace la France insoumise, on peut considérer qu'un certain nombre de maires de grandes villes socialistes ont en fait un socle suffisant, sans doute, pour attirer des électeurs donc qui sont au-delà de la... Donc il faut prendre le risque de la rupture avec LFI. Il y a une prise de risque, et d'ailleurs, dans le congrès qui peut-être aura lieu d'ici le milieu de l'année prochaine, Olivier Faure va être très menacé par ceux qui lui reprochent d'avoir été l'ombre de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que c'est un débat, en tout cas, sur lequel le Parti socialiste doit avoir du courage, parce que sinon, de toute façon, il ne sera plus rien. Il sera juste un petit LFI mou. Voilà. Ouais. Un tout dernier mot, Mathieu l'a évoqué rapidement quand même, cette proposition de loi pour supprimer du code pénal l'apologie du terrorisme. Vous l'avez rappelé, le texte avait été voté sous François Hollande. C'est quoi? C'est une provocation? Je pense que ça veut dire que LFI est de plus en plus infréquentable, notamment pour leurs alliés socialistes. Je dirais, on est dans une situation où on le voit bien, ils s'extrémisent. C'est sans doute le parti le plus extrême de l'échiquier politique français, et ils s'extrémisent de plus en plus. Alors, sans doute pour dire qu'ils existent, mais sans doute aussi
pour, à un moment donné, essayer d'imposer leur choix. Parce qu'ils veulent avoir de la valeur sur le marché électoral. Et ça, je crains que ça va coûter cher à la fois aux socialistes. Parce que vous disiez, la gauche a eu son congrès, la droite va l'avoir, la droite l'a déjà eu avec la scission qu'il y a eu avec Éric Ciotti. Donc ça, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt sur ce plateau. Frédéric Dabi, votre livre « Parlons-nous tous la même langue, comment les imaginaires transforment la France », publié aux éditions de l'Aube. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.